Sur les hauts plateaux iraniens se trouve le berceau de l'une des plus grandes civilisations de bâtisseurs de l'Antiquité, les Perses. Ils ont édifié ici un chef-d'œuvre d'architecture, Persépolis. Jusqu'à présent, on pensait que ce site se limitait à son imposante terrasse, utilisée par les rois perses quelques mois dans l'année. Mais des découvertes récentes révèlent un tout autre visage de Persépolis, celui de l'une des villes les plus opulentes du monde antique, un Éden, au cœur des montagnes perses. Quand on évoque Persépolis, on pense surtout à cette immense terrasse artificielle, sur laquelle se dressaient de somptueux palais et dont on devine encore les proportions impressionnantes. La terrasse royale est à la démesure des souverains perses, plus de 450 mètres de long sur 300 mètres de large. Avant de parvenir au palais royal, le visiteur devait emprunter cet accès, flanqué de 2 gigantesques statues de taureaux. L'entrée portait un nom très symbolique, la porte de toutes les nations. Entre le 6e et le 4e siècle avant notre ère, la dynastie perse des Achéménides domine en effet 23 nations, représentées sur les bas-reliefs de la terrasse. Ici, 2 peuples originaires d'Anatolie, les Ioniens et les Lydiens, avec leurs coiffes spécifiques. Là, des Nubiens, venus de l'actuelle Éthiopie. Lorsqu'en 522 avant Jésus-Christ, Darius le Grand, le plus célèbre des rois de la dynastie achéménide, prend le pouvoir, son empire s'étend de l'actuelle Libye aux berges de l'Indus. Un territoire immense qui fait de lui le roi le plus puissant du monde antique. Les textes racontent que pour manifester la grandeur de son règne, il fait édifier Persépolis, au cœur de ces hauts plateaux arides. Il s'y rend, avec sa cour itinérante, à l'occasion de grandes cérémonies saisonnières. Des délégations de tous les peuples de l'Empire viennent lui prêter allégeance. En procession, les bras chargés de cadeaux. Jusqu'à présent, les archéologues pensaient que Persépolis se limitait donc à un lieu de cérémonie, installé sur cette terrasse et occupé seulement quelques mois dans l'année. Pourtant, Diodore de Sicile, un auteur grec, nous décrit Persépolis comme une véritable ville, la plus riche de toute la Perse. Aujourd'hui, depuis la terrasse, on n'en voit absolument rien. Où se trouve-t-elle? En contrebas, aucune élévation. Aucun vestige de la cité perse n'est visible. Cela fait 8 ans que Pier Francesco Caglieri fouille à Persépolis. Lui et ses collègues iraniens ont mis le doigt sur les lacunes du modèle établi par les archéologues qui ont étudié ce site depuis le 19e siècle. La terrasse royale domine les alentours de plusieurs mètres. Qu'est-ce qu'on pensait qu'il y avait en contrebas? Alors, les premiers archéologues qui sont venus ici n'ont pas donné beaucoup d'importance aux endroits autour de la terrasse. Ils n'ont pas montré intérêt, je pense seulement parce qu'il y avait tellement de choses à fouiller ici. C'est quelque chose d'énorme. Ce sont 12 hectares de la terrasse. Par contre, toi, tu t'y es intéressé. Ah oui, parce que ça, c'est comme un grand navire dans l'océan. Et c'est impossible, les navires, sans une provision de nourriture, de ça. Donc, on doit changer la perspective. On doit penser qu'une telle terrasse monumentale ne pouvait exister qu'avec un très grand soutien dans la plaine, au contrebas de la terrasse. Si les archéologues peuvent aujourd'hui émettre cette hypothèse, c'est grâce à une découverte.
fondamentale. Faite dans les années 30, dans les fortifications de la terrasse. Ernst Herzfeld, un scientifique de l'université de Chicago, met au jour des milliers de tablettes d'argile, datées du règne de Darius. Pour les archéologues, ces tablettes sont porteuses d'informations clés pour comprendre Persépolis. Mais il y en a tellement que des dizaines d'années plus tard, elles ne sont pas encore toutes déchiffrées. Aujourd'hui, certaines d'entre elles sont toujours à l'étude à Téhéran, au Musée national d'Iran. Sharok Ramejou et Walter Enkelman sont parmi les rares chercheurs à pouvoir déchiffrer ce trésor. Ce qu'ils ont réussi à lire sur ces tablettes modifie totalement la vision que l'on avait de Persépolis. Je vois que c'est du cunéiforme, mais c'est écrit dans quelle langue en réalité ? C'est écrit en élamite. Dans l'Empire perse, l'élamite était l'un des langages utilisés pour les textes officiels ou administratifs. Alors quand ils ont découvert ces tablettes, les archéologues ont été fascinés, car ils pensaient avoir trouvé des textes politiques de l'époque de Darius. Mais quand ils les ont étudiés, ils ont réalisé que c'était encore plus important, car ces textes parlent du quotidien de Persépolis. Ils révèlent l'envers du décor. Et ces choses-là ne sont jamais racontées dans les inscriptions royales. Auteur, qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ces tablettes ? Qu'est-ce qu'elles nous apprennent ? Par exemple, cette tablette parle d'un prêtre qui reçoit des quantités de farine. Et ici, c'est une quantité importante parce que c'est 360 litres de farine. Les tablettes, en général, sont les actes d'une bureaucratie vaste qui distribue des denrées, de la farine par exemple, à des équipes de travailleurs, des prêtres, à des hommes avec des fonctions officielles. Au sein de l'économie de Persépolis. Cette archive parle de 10 000 travailleurs et ça veut dire que Persépolis n'est pas juste un centre cérémoniel utilisé de temps en temps par le roi. C'est une véritable ville. Oui, absolument. Oui. Grâce à la traduction de ces tablettes, Pierre Francesco et son collègue iranien Alireza Askari sont donc partis en quête de la ville de Persépolis et de ses dizaines de milliers d'habitants dans la vallée, en contrebas de la terrasse. La ville que nous voyons là-bas s'étendait probablement dans toutes ces plaines autour de nous. Et on sait qu'il y avait une administration, il y avait des ouvriers, il y avait des artisans. Donc tout ce monde devait résider permanentement dans la ville. Persépolis était une ville royale. Le roi y recevait des délégations en provenance de tout l'Empire. Elle devait donc impressionner par son faste. Et nous devons chercher une ville qui ne ressemble à aucune autre ville. Mais où commencer à fouiller ? Autour de la terrasse, il n'y a que des champs et des terres arides. Les habitations, les ateliers plus modestes, étaient bâtis en terre crue. Ils ont disparu avec le temps. Pour retrouver cette cité fantôme dans un tel paysage, Alireza et Pierre Francesco ont fait appel à des géophysiciens. L'Iranien Kourosh Mohammad Rani et le Français Sébastien Gondet. Il y a quelque chose. Grâce à cet instrument portatif, ils mesurent le magnétisme du sol. La prospection géophysique, c'est une méthode particulièrement adaptée pour un terrain comme celui-ci. Effectivement, tout d'abord, toutes les activités humaines ont pour propriété d'augmenter le magnétisme du sol, magnétisme que l'on mesure avec la prospection géophysique. Avec cette méthode, on arrive à peu près à faire 1 hectare par jour. Ça permet de cartographier des grandes surfaces. C'est parfaitement adapté à un cas comme Persépolis, où on sait que la ville s'est probablement étendue sur plusieurs centaines d'hectares. Kourosh et Sébastien ont complété ce travail par l'observation directe du sol. Regarde. Ah bah oui. Des concentrations de céramique. Tu peux en voir une ici, par exemple. Ah bah oui, il y en a là aussi. Un tesson de grosse jarre, voilà. Ouais, par exemple ça. Ouais. Et ici aussi, voilà. Ici. Ces tessons ont été datés de l'époque achéménide. Des dizaines d'années de labour les ont fait remonter à la surface.
Il y en a partout, en fait. Mais qui ont été remués par l'agriculture, donc ils Exactement, sont sans contexte. En fait, sur les cartes géophysiques, on ne retrouve plus du tout le plan détaillé des bâtiments. C'est pour ça que l'on cartographie aussi les concentrations de céramique en surface. Et si on a une superposition des concentrations de céramique et des zones de sol plus magnétiques, c'est là qu'on peut commencer à dire, oui, ici, il y avait vraiment une occupation permanente. Les deux scientifiques ont ainsi pu repérer des zones d'occupation. Certainement les anciens quartiers de la ville. Les archéologues ont alors entrepris des fouilles dans ces zones. Et très vite, les premiers indices sont sortis de terre. Ici, un four. Là, un quartier d'artisans. Ou encore des bâtiments de grande taille, peut-être des résidences aristocratiques. Autour de la terrasse royale, les chercheurs ont commencé à voir se dessiner la ville voulue par Darius, organisée en quartiers spécialisés. Certains occupés par les ouvriers et les artisans, d'autres par les fonctionnaires et les aristocrates qui administraient la région. Mais les fouilles ont aussi mené à un constat inattendu. Persépolis n'était pas une ville très dense. Ses différents quartiers sont très espacés les uns des autres. Entre eux, de vastes espaces semblent avoir été laissés délibérément vides. En les parcourant avec leur appareil de détection, les géophysiciens ont repéré les traces d'anciens sillons creusés dans le sol. À quoi correspondent-ils ? Pour répondre à cette question, Sébastien m'a donné rendez-vous à 50 km de Persépolis. À Pasargade, une autre cité royale de la dynastie achéménide. Hamid Fadahi en est le conservateur. Ces canaux en pierre sont vraiment très très bien conservés. C'est le cas partout ici, à Pasargade. Oui. La partie où nous sommes s'étend sur 12 hectares. Et sa particularité est d'être parcourue par plus d'1 kilomètre de canaux en pierre. Le système d'ingénierie de ces canaux est incroyable. Leur forme, leur aménagement en pente douce, leur magnifique architecture avec des bassins tout en pierre et des sections sans aucun joint. Tout cela est très réfléchi. Les archéologues ont donc compris qu'à Pasargade, cette zone desséchée, a priori incultivable, avait été dotée d'un système ingénieux d'irrigation à très grande échelle. Donc si je comprends bien, le paysage qu'on voit autour de nous, plutôt aride, était à l'époque très verdoyant. Tout à fait. Il faut imaginer des jardins dans lesquels devaient être plantées de nombreuses espèces. Les rois aimaient beaucoup montrer qu'ils arrivaient à dominer le paysage, en fait, en construisant, en aménageant des jardins luxuriants. C'est ce que les auteurs grecs ont appelé un paradis, ou paradeisos en grec. Et c'est probablement un terme qui remonte à l'époque perse, en fait. Un paradis. Un paradis. À Persépolis, on retrouve ce type de paysage, ce type de parc à l'ouest de la terrasse. Et à Persépolis, c'était peut-être encore plus grand, alors. À Persépolis, ils se sont basés sur le modèle de Passarian. Disons qu'ils ont reproduit le modèle de Passarian, mais à une échelle beaucoup plus vaste. Et donc aussi, ces paradis, ces parcs, intégraient non seulement les palais, les champs et les vergers, mais aussi probablement des habitations plus communes, la ville. La puissance des rois achéménides se mesure à leur capacité à créer ces paradis terrestres en plein désert. Des jardins ouverts à la vue de tous, pour affirmer leur prestige. Pour réussir un tel tour de force, encore fallait-il trouver de l'eau. Grâce à des images satellites, les archéologues ont décelé la trace d'un étonnant canal à Persépolis. Dans la vallée, Sébastien en a suivi le parcours sur plusieurs kilomètres, jusque dans la montagne de Seydan, où il m'emmène. On a des bonnes raisons de penser que cette source que tu vois là a été exploitée par les Achéménides
pour alimenter Persépolis. C'est un véritable exploit technologique. On est à combien de kilomètres ici? Effectivement, on est à 15 km de la terrasse de Persépolis. Donc ça veut dire qu'ils ont dû construire un canal depuis ses sources jusqu'à la terrasse. Un canal qui a dû traverser la plaine, rejoindre la montagne de Persépolis pour ensuite partir vers la terrasse. C'est cela qui explique toute cette eau qui permettait d'irriguer les jardins? Exactement, ouais, pour irriguer les parcs, les jardins, les champs, les vergers. Ils avaient besoin de beaucoup d'eau. Et donc, ils sont venus chercher l'eau ici. Et pourquoi? Parce que ici, c'est une eau de très bonne qualité. Les autres sources de la plaine sont souvent très salées. Mais là, on a une eau de vraiment très très bonne qualité qui peut servir pour l'agriculture, mais aussi pour la consommation humaine de la population qui habitait à Persépolis. C'est donc grâce à cette eau pure que le roi Darius a pu faire de Persépolis un paradis perse. Mais à quoi pouvait ressembler cet Éden? Il y a quelques mois, une équipe de scientifiques iraniens et français s'est lancée sur la piste des essences du passé, en plongeant au plus profond dans la terre. Ces carottages ont emprisonné la mémoire des jardins de Persépolis. Morteza Djamali sait interpréter ces capsules temporelles. Il est palynologue, spécialiste des pollens. Ce qu'on est en train d'observer, c'est une section d'une carotte du lac Marlow qui n'est pas loin des palais de Persépolis. Cette période entre 200 et 220 cm correspond à l'époque achéménide, c'est-à-dire à une période entre 550 et 330 avant Jésus-Christ. La période achéménide ne représente qu'une toute petite partie de cette carotte, qui comprend des sédiments accumulés sur plus de 4000 ans. Ces couches sédimentaires, ils peuvent piéger les grains de pollen, entre autres, et les grains de pollen peuvent nous révéler les changements de végétation. En observant ces prélèvements au microscope, Morteza a découvert que de nouveaux pollens étaient apparus dans la région au moment où les Achéménides arrivaient au pouvoir. Et voici un pollen de platane. Ce qui est le plus remarquable, c'est l'apparition des arbres cultivés. On peut trouver en particulier 5 arbres plantés. Il s'agit de noyer, qui est planté pour ses fruits. Il s'agit de l'olivier. On sait bien qu'il est planté pour l'huile. Il y a platane et cyprès, qui sont souvent plantés pour l'ombre, faire l'ombre et dans les jardins persans. Mais aussi, on a le pin. Noyer, olivier, pin, cyprès et platane. Ces essences n'existaient pas sur les hauts plateaux iraniens avant les Achéménides. Il semblerait qu'ils les aient importés des 4 coins de leur empire et soient parvenus à les faire pousser sur ces terres arides. Encore une façon d'exprimer leur puissance. Le fait d'avoir une explosion de quantité de pollen de tous ces éléments arboricoles, surtout les éléments qui sont plantés dans les jardins persans comme cyprès et platane, ça montre que les Achéménides ont fait un aménagement important du paysage. Ici, on a quelque chose de nouveau, donc on a peut-être la formation des villes-jardins ou le développement vraiment à grande échelle des jardins dans le paysage. Grâce aux travaux des archéologues, autour de la terrasse et de ses palais, Persépolis, l'Éden perse, se révèle. Une ville avec des îlots d'habitation espacés les uns des autres et noyés dans une végétation luxuriante. Avec ses arbres fruitiers, ses espaces ombragés, ses bassins, Persépolis devait être la ville la plus fastueuse de l'Empire, le paradis des Perses. Cette cité merveilleuse serait donc l'œuvre de Darius le Grand. C'est en tout cas ce que l'histoire avait retenu jusqu'à présent. Mais en périphérie du site, l'équipe de Pier Francesco a fait une découverte inattendue qui pourrait bien modifier l'histoire de Persépolis.
Qu'est-ce qui t'a amené à fouiller à cet endroit précisément? Ah, ça a été par hasard. Ça a été par hasard parce que notre programme du palais à la ville nous a menés à faire des sondages partout dans la plaine. Quand on a commencé à fouiller, on a trouvé une surprise. Il s'agit d'une porte monumentale qui a un plan rectangulaire. C'est très solide. Des murs en briques de 10 mètres d'épaisseur enserrent un couloir, avec une chambre intérieure. À quoi servait cet édifice? Son interprétation a donné du fil à retordre aux archéologues. Jusqu'à ce qu'en fouillant, ils découvrent ces éléments de décoration. Certains sont ornés de motifs en relief, d'autres sont vernis. Ali Reza Askari, le co-directeur de la fouille, les étudie dès qu'ils sortent de terre. Regarde, ça c'est un œil magnifique. On peut voir qu'il a été peint avec 2 couleurs différentes. Et regarde, il y a une autre brique gravée qui lui est associée et à laquelle nous accordons beaucoup d'importance, c'est celle-ci. Nous pensons que c'est une partie d'un dragon babylonien que l'on nomme Mouchouchou. Ici, c'est la corne du Mouchouchou et quand on dispose cette brique à côté de l'autre, cela devient toute une partie de la tête du Mouchouchou. À partir de ces fragments de briques, les chercheurs ont reconstitué l'animal. Le Mouchouchou est un dragon aux pattes avant de lion, aux pattes arrière de rapace et à la gueule de serpent. Un animal mythologique, originaire de Babylone, que les archéologues n'avaient jusqu'à ce jour jamais retrouvé en Perse. En reconstituant ainsi le puzzle, ils ont fait le rapprochement avec la porte d'Ishtar à Babylone, qui était l'une des principales entrées de cette puissante ville de Mésopotamie, située à plus de 1000 km. Pourquoi avoir reproduit cette porte à Persépolis? De quand date-t-elle? Une inscription les a mis sur la voie. Cette inscription en cunéiforme est très importante. Elle signifie « roi », mais elle est écrite dans une ancienne langue qui n'était plus utilisée au moment du règne de Darius. Cela nous permet d'affirmer que cette porte de style babylonien a été construite avant l'arrivée de Darius au pouvoir. Grâce à la découverte de cette porte, les archéologues ont pu déduire qu'une cité existait certainement ici avant le règne de Darius. Peut-être fondée par l'un de ses prédécesseurs, Cyrus, qui 20 ans auparavant, en 539 avant Jésus-Christ, a conquis Babylone. C'est lui qui aurait fait édifier cette porte pour célébrer sa victoire. Il aurait donc fondé Persépolis, avant que Darius ne s'y installe avec ses palais et ne transforme la ville en un paradis perse. Avec ces nouvelles découvertes, c'est une toute autre histoire de Persépolis qui se révèle, grâce aux travaux de ces archéologues iraniens, italiens et français. En quoi les travaux récents ont-ils modifié la vision que l'on avait de Persépolis? Maintenant, on a changé la perspective. Le but des études, c'est transférer sur la ville, l'étude de la ville. On a compris qu'on ne peut pas comprendre la vraie Persépolis sinon dans une perspective d'une ville de laquelle la terrasse est seulement une partie. Donc nous avons porté les limites de Persépolis beaucoup plus loin, même dans l'espace, même dans le temps. Tu sais, c'est une partie importante de la culture iranienne qui est née ici, durant le règne des Achéménides. C'est pour cette raison que, pour nous, les Iraniens, il est si important de bien comprendre cette civilisation qui a édifié et qui a vécu dans cette magnifique ville de Persépolis.